Bonjour à tous, comme chaque lundi vous écoutez votre émission préférée, du moins je l'espère, de tout et de rien. Aujourd'hui, un de tout et de rien encore un petit peu particulier puisque nous allons tous vous parler de musique. J'ai avec moi Lila. Comment vas-tu Lila aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi? Cool. Ben moi écoute ça va très très bien. Comme on n'est que trois aujourd'hui, j'ai préparé une chronique un petit peu à l'arrache pour remplacer la personne manquante, mais j'espère que elle vous plaira tout de même. On a également Nicolas avec nous. Comment vas-tu Nico pour ta deuxième séance en notre compagnie? Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ma deuxième participation à ce projet. Le plaisir est entièrement partagé, hein, bien évidemment. Donc du coup, tu vas nous parler de musique aujourd'hui aussi, Nico. Tu remplaces un petit peu Alex d'une certaine manière, C'est mais ça. tu vas pas parler de rock, tu vas parler d'autre chose. Tout à fait. Je vais vous parler d'électro à travers un artiste qui est à la fois culte, célèbre et, enfin, pour moi, c'est un peu un dieu de la musique, je vais pas vous le cacher. Ouais. C'est Aphex Twin. D'accord, je connais pas du tout, je crois que Lila, toi non plus, tu connais pas du tout, c'est ça, hein? Absolument pas. Et du coup, ça va nous faire plaisir de découvrir encore une fois un artiste que nous ne connaissons pas, preuve que notre culture musicale a encore beaucoup de progrès à faire. Et à propos de culture musicale, je vous propose tout de suite de commencer en compagnie de Lila, qui a encore un instrument un peu étrange à nous présenter aujourd'hui. Eh bien oui, c'est pas fini, hein. J'ai encore des instruments à vous faire découvrir ou redécouvrir, évidemment. Alors aujourd'hui, on va retourner vers les musiques traditionnelles, mais on va aussi voyager un petit peu, puisqu'on va parler d'un instrument africain. Alors si je vous parle de mbira, kalimba ou sanza, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. De noms comme ça, juste, mais alors par contre, j'arrive pas du tout à visualiser ce que c'est. Voilà, et si je vous parle de piano à pouce, peut-être plus Ah, déjà. oui. Oui, Ah, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu plus entendu parler. oui, Alors, le piano à pouce, c'est un instrument qu'on va parfois retrouver en Europe, mais en fait, en Europe, il sert surtout à l'éveil musical pour les enfants. On en d'accord. trouve, voilà, dans les écoles ou dans les écoles de musique, par exemple. Mais en réalité, c'est un instrument qui est présent dans différentes régions d'Afrique subsaharienne, notamment au Congo, et qu'on appelle du coup mbira, sanza ou encore kalimba. Donc, dans la suite de la chronique, je vais utiliser le nom de kalimba principalement. D'accord. Alors, une kalimba, à quoi ça ressemble? C'est un instrument qui est généralement de petite taille. Il est composé d'une caisse de résonance en bois sur laquelle sont fixées des lamelles métalliques. On tient l'instrument dans les mains et on fait vibrer les lamelles avec les pouces. Alors les lamelles, elles peuvent être plus ou moins nombreuses. En gros, il y en a de 5 jusqu'à plus de 20. Et elles sont de longueurs différentes pour créer les différentes notes. C'est un instrument qui a un volume sonore assez faible, donc il est plutôt utilisé en accompagnement de la voix ou alors, si c'est dans un groupe, c'est avec très peu d'autres instruments. Ici, on va écouter l'artiste Tinashe qui chante seul en s'accompagnant de la kalimba sur le titre Zambezi. Do you remember the day you said I'll be the only one? 'Cause I remember the way you held my gaze, my lovely one. I still remember stealing all the mangoes from the farm, just for fun, just for fun. You're the one. Donc voilà, ça fait un petit son un peu entre la percussion et puis voilà quand même une mélodie. C'est Alors très Ouais, c'est mélodieux. assez joli hein, voilà, comme instrument, c'est très beau. petit son assez sympa. Alors pour diversifier ces sonorités, il y a certains musiciens qui ajoutent à leur instrument des bruiteurs. Donc les bruiteurs, ça peut être des coquillages, des capsules de bouteilles, des anneaux en fer, enfin un petit peu tout ce qu'on peut trouver et qui va faire du bruit, qui va rajouter des percussions. Il y en a d'autres qui, pour avoir un son plus puissant, vont placer la kalimba dans une calebasse, ce qui va du coup créer une caisse de résonance plus grande. Mhm. Alors sur ce morceau, par exemple, on a le chanteur Valanga Kosa qui s'accompagne d'une kalimba qui est placée dans une calebasse.
bakokwana loko niri ntsongo azikaya azekaya kashiluvana kamhlava bakokwana vani kurisile vani hlayisa vani dyondzisa na xikolo bakufamba uya xikolweni uya dyondza swa valungu utakula usikota ku tihlayisa famba uya dyondza swa valungu. Ouais, donc ça nous fait déjà tout ça des instruments qui peuvent avoir des formes assez variées. Et puis on a une autre variante de la kalimba qu'on appelle cette fois la marimbula. C'est une version un peu basse de l'instrument qu'on va retrouver à Cuba et dans toutes les Caraïbes. En Jamaïque, elle prend aussi le nom de rumba box. Alors l'instrument il fonctionne sur le même principe, mais la caisse de résonance est beaucoup plus grande, ce qui permet aux musiciens de s'asseoir dessus, comme sur un cajon, et de faire des percussions. Et dans les groupes en fait qui se trouvent dans les Caraïbes ou en Jamaïque, on va avoir en fait cet instrument qui va servir à la place de la contrebasse ou d'une basse. Voilà, ça va servir à ça. D'accord. Alors sur la marimbula, les languettes elles sont peu nombreuses, mais elles sont bien plus grosses que sur la kalimba et elles produisent donc un son bien plus grave. Ok. Alors là on va écouter le son de la marimbula un petit peu joué seul. Voilà, donc un son du même style mais un peu plus grave. Alors évidemment, il est difficile de connaître les origines de ce genre d'instrument, que ce soit la kalimba ou ses variantes. On en a des traces sur la côte ouest africaine il y a à peu près 3000 ans, avec des lamelles qui étaent en bambou ou en bois souple. Ah oui, c'est vieux. Ouais, assez vieux. Et en Afrique australe, dans la vallée du Zambèze, on a aussi trouvé des lamellophones en métal qui dataient de 1300 ans. Mais bon, les matériaux utilisés sont assez fragiles, donc il est tout à fait possible que des instruments du même style aient été créés encore plus tôt. Aujourd'hui, la kalimba, elle est très utilisée dans les musiques traditionnelles africaines, ou par des artistes qui s'en inspirent, comme Taniché, qu'on a écouté au tout début. De son côté, la marimbula, c'est un des instruments phares du genre changui, à Cuba. Donc on va écouter un exemple de ce style de musique avec le groupe Changui de Guantanamo. Et la rumba box, de son côté, elle est toujours bien présente en Jamaïque, notamment dans le mento, qui est la première musique populaire jamaïcaine et qui est un style précurseur du ska et du reggae. On a un exemple de ce style populaire jamaïcain avec le groupe The Jolly Boys. Agina mi minti, anima ruto mi kuoko. Agina mi minti, anima ruto mi kuoko. One dry coconut, two pedaki. One dry coconut, and we go rub it down to curry. Agina mi minti.
coco. Agina me minty lordy lordy him a root out me coco. Da da da. Voilà, la kalimba et toutes ses variantes sont des instruments qui sont encore importants aujourd'hui dans pas mal de styles musicaux dans le monde au final. Mhm. Et certains artistes occidentaux l'ont utilisé, comme par exemple Phil Collins sur sa chanson Long Long Way to Go. Je vous laisserai aller écouter ça. Et donc enfin, comme je l'ai évoqué au début, c'est un instrument qui en Europe est surtout utilisé dans le cadre de l'éveil musical. Alors bon, on peut trouver que c'est un petit peu dommage parce que du coup on connaît moins les autres usages de cet instrument, mais en même temps il est adapté à la découverte de la musique parce qu'il est intuitif et assez facile à apprivoiser. Sa fabrication, elle n'est pas non plus très compliquée et du coup ça peut même se prêter à des ateliers pour fabriquer soi-même une kalimba. Donc voilà, je sais pas si vous connaissiez cet instrument, si vous connaissiez les styles musicaux un petit peu qui y sont associés. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, l'instrument en lui-même, ouais, mais c'est vrai que les styles musicaux, je connaissais pas du tout. Et c'est marrant parce que même si on l'appelle piano, en fait, ça n'a rien à voir avec un piano. Non, c'est pas du tout Non, un c'est piano. clair. Moi, je suis un peu comme Nico, en fait, je connaissais l'instrument, mais je pense jamais avoir fait attention là où il se trouvait, en fait, et avec quel style musical il était employé. C'est vrai que pourquoi piano à pouce, c'est bizarre, mais c'est parce que ça ressemble presque à des touches Oui, je pense que c'est l'aspect... de clavier, quoi, c'est l'aspect Et qui donne t'as un côté, genre, où chaque lamelle correspond à une note ou un truc comme ça? Oui, Un peu comme au piano? Ouais, elles ont des longueurs différentes, mais après, en fait, ça dépend de... Les instruments, ils peuvent être très variés, et si on en fait un nous-mêmes, on peut choisir aussi les notes qu'on veut faire. Mais ce qui est bien, c'est que ça doit être relativement facile, en fait, à créer comme instrument, Ouais. j'imagine, en fait, à faire, enfin, je veux dire, en petit format, en tout cas. Oui, ça doit vraiment pas être Mm. compliqué. Au niveau des dimensions, j'ai l'impression aussi que c'est vachement varié. Enfin, j'imagine. Enfin, moi, je connais le petit modèle, mais si c'est une grosse caisse de résonance sur laquelle on peut s'asseoir dessus, ça va être assez fat à voir. Je suis très curieux Ouais, parce qu'en fait, de voir ça ressemble à vraiment quoi un ça peu à ressemble. un caron, mais avec des lamelles, des grosses lamelles en métal Ok, trop vissées bien. dessus. Donc c'est assez rigolo aussi. Et puis c'est assez joli aussi esthétiquement pour certains, parce que là je traîne sur Google en même temps et je regarde un peu l'instrument et c'est très design, quoi, aussi. Mm. Ouais, en fait, c'est vrai. On peut vraiment varier tout ce qu'on veut, que ce soit l'esthétique, Ouais. les sonorités. Enfin, c'est assez. Ça se prête à pas mal d'expérimentation, je pense, comme instrument. C'est un instrument très polyvalent, quoi, en fait, en somme. C'est ça. D'accord. Bah, merci encore une fois, Lila, pour ta super chronique sur un instrument étrange de plus qui arrive dans notre besace et que l'on peut à nouveau Et oui, comprendre. le Pokédex des instruments bizarres. Yes. Que les instruments s'améliorent. Et je pense qu'on pourra jamais faire plus étrange, à mon avis, que le Le Térémine, Térémine, je là, pense. oui, on a tapé un petit peu haut, C'était c'est sûr. le haut du sommet, quand même, je pense. Et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que, puisque c'est un peu une sorte d'épisode un peu spécial musique, encore une fois, c'est qu'on continue à parler de musique. Et comme je le disais en introduction, ce matin, dans le but de remplacer le troisième chroniqueur, j'ai fait une chronique de musique. Et de musique sur quoi exactement? Sur, de la musique. Pourquoi est-ce que ça m'est venu? Vous le savez pas encore, mais l'épisode d'avant, c'est un épisode où j'ai parlé du corps, qui est un instrument que je joue, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller plus loin et pas parler simplement de la musique savante. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est que la musique savante ou pas du tout? Alors, pas du tout. J'imagine que ça a un rapport avec le corps. Ça peut avoir un rapport avec le corps, mais pas que forcément avec le corps. En fait, tout le monde connaît la musique savante, c'est juste qu'il y a un défaut de langage qui fait qu'on l'appelle pas comme ça, mais on l'appelle autrement. Pour moi, tu me dis musique savante, je dirais musique classique, peut-être. C'est la Ouais, musique classique, voilà. ouais, exactement. D'accord. En fait, c'est assez simple. La musique savante, c'est ce que tout le monde appelle couramment la musique classique. Alors ici, nous allons nous concentrer uniquement sur la musique occidentale et sur tout ce qui n'est pas considéré comme de la musique dite populaire. En fait, la musique savante, elle est en opposition face à la musique populaire. Mhm. Alors du coup, c'est un bel exemple d'ethnocentrisme et de mépris de classe d'une certaine manière. Et après, ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce qui différencie donc la musique savante de la musique populaire? C'est très simple, on va simplifier un peu à l'extrême. Tout ce qui est savant se transmet par écrit. Tout ce qui est populaire se transmet par
l'oral en fait, tout simplement. En gros, la musique savante, c'est la musique qui a les connaissances pour écrire et se faire comprendre par d'autres finalement musiciens qui ont aussi ce langage. C'est pour ça qu'il y a toujours eu un peu ce côté très élitiste finalement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la musique classique. D'ailleurs, même dans le nom que les musiciens savants se donnent, de savants, il y a un côté très élitiste dedans. C'est la musique qui est savante, donc elle est au-dessus finalement un peu du reste. Après, c'est relativement stylé aussi de dire musique savante, mais ça, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté égo. Ouais, c'est ça, c'est genre, oui, je fais de la musique C'est savante. Moi, clair. j'imagine tout de suite quelqu'un avec une perruque, tu vois, et un espèce de plume en train d'écrire des notes sur un parchemin. Oui. Alors, à côté, il y a le clodo dans la rue qui est avec, C'est ça, qui fait de la avec musique sa vieille populaire. roue, Ouais, oui, avec hein, sa vieille pourquoi pas, roue, et qui se avec- casse c'est le ça, train, là. complètement, et avec les dents édentées, et qui est là, voilà, c'est ça, c'est vraiment les caricatures de base, Eh oui. quoi, de cette manière. Mais- Mais je m'égare. Moi, ici, pardon, mon but, ça va être de sommairement d'essayer de remonter le temps à partir du début pour essayer de comprendre l'évolution de la musique savante. Alors, techniquement, toute musique prend source au tout début, hein, donc à la préhistoire, tout ça, mais on va pas forcément en parler. Même chose, on va laisser de côté la musique antique et la musique médiévale. Peut-être qu'on fera un jour des chroniques dessus, je ne sais pas. Et on va se concentrer sur le début de l'époque historique dite moderne. Vous savez à partir de quand c'est d'ailleurs? Certains d'entre vous sont historiens normalement. Alors ça dépend. Soit tu la places à la chute de Constantinople, soit en 1492 à la découverte de l'Amérique. Ouais, effectivement, ouais. Moi j'aurais plutôt tendance, en tout cas, on m'a appris 1492. Ouais. Donc on est sur du bon vieux 16e siècle hein, pour l'époque moderne. Et donc du coup, en termes musical, ça va correspondre tout simplement à la musique dite de la Renaissance. Alors pourquoi est-ce qu'on va partir de la musique de la Renaissance? Tout simplement parce que la musique de la Renaissance, c'est une musique qui s'inspire beaucoup des chants grégoriens du Moyen-Âge. Donc pas forcément besoin de remonter spécialement en amont. C'est une chose qu'on retrouvera ensuite tout le long de l'histoire de la musique savante. Alors, je mets quand même un bémol, hein, on dit que ça s'inspire des chants grégoriens, mais la musique savante reste toutefois une musique qui est séculière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas religieuse, c'est vraiment laïque en somme, d'une certaine manière. Donc, pendant cette période de la Renaissance, on fait également face à une généralisation des tierces, des sixtes, on commence à innover un petit peu. On commence également à voir des orchestres qui vont se réunir par famille. C'est un petit peu les prémices finalement des débuts de l'orchestre symphonique. Et donc je vous propose qu'on écoute tout de suite un petit air de musique de la Renaissance. Alors vous allez voir, pour ceux qui ont joué, mais toutes les musiques que vous allez entendre petit à petit vont vous donner envie de jouer à la civilisation, qu'importe quelle civilisation d'ailleurs. Là, on vient à l'instant d'écouter Spem in alium noquam abui d'un certain Thomas Tallis. Ça vous dit quelque chose, Thomas Tallis, ou pas? Non. 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 Est-ce que vous avez regardé les Tudors? Non. Plus. Et ben voilà, c'est un personnage des Tudors. En fait, moi, je l'ai, en cherchant des artistes de la Renaissance tout à l'heure, je l'ai vu dans la liste et j'ai fait oh mon dieu, mais c'est le personnage dans les Tudors. Et je me suis dit, allez, il faut tout prix que je mette un truc de lui. Et voilà, alors que c'est un personnage extrêmement secondaire, je crois qu'il est que dans la saison. Non, c'est cool Mais qu'il y ait des bref, personnages musiciens passons. historiques dans la série. Ben oui, il faut. Je pense. Donc là, vraiment, on reconnaît, en tout cas dans l'extrait que je vous ai passé, le côté très chant, on est sur du a cappella, ça fait très grégorien, c'est très... on est encore un petit peu dans l'ancien temps, vous voyez, c'est quelque chose qui est pas...
la musique n'a pas encore vraiment pris son envol d'une certaine manière. Alors là, je fais un peu mon chroniqueur de France Musique, mais vous allez voir, c'est vraiment ça par rapport à ce qu'on va écouter par la suite. Avec des idées bien arrêtées, hein, comme quoi la musique devrait forcément C'est ça. prendre son envol. Ah bah il faut que la musique prenne son envol, sinon ça n'a pas de sens. Voyez. Non, en fait, ça dépend des périodes. Vous allez voir que ça va. En fait, c'est un peu un cercle en fait, la musique, mais comme l'histoire de manière générale. Mais je m'égare un petit peu. Alors après la période Renaissance, vous avez l'époque dite baroque en musique, qui correspond au XVIIe et jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle. La période baroque, elle va surtout prendre justement son envol un petit peu en France et en Italie. Alors, ce style baroque, il se caractérise en partie par beaucoup de contrastes, avec des oppositions, notes tenues, notes courtes, graves, aiguës, sombres, claires, ou encore en utilisant un accord majeur à la fin d'une pièce mineure et inversement. C'est également le début des concertos. Alors, petite anecdote, concerto, ça vient de l'italien, concertare, qui veut dire dialoguer. C'est une pièce musicale qui met donc en opposition un soliste au reste de l'orchestre. Je vous explique ça parce qu'il y aura un extrait d'un concerto tout à l'heure. C'est également le début des opéras, des sonates, des fugues, bref un petit peu de tous les styles en fait, de musique savante que l'on a un petit peu aujourd'hui. C'est le début. De nombreuses formes musicales sont donc créées, et certaines restent encore bien vivaces jusqu'à aujourd'hui, d'autres sont tout simplement mortes aussi d'ailleurs. La période baroque, c'est aussi un moment important pour tout ce qui concerne l'élaboration de la théorie musicale. C'est là que le terme de musique savante va prendre tout son sens. C'est également à ce moment que l'orchestre prend sa véritable forme. Certains instruments disparaissent du paysage et d'autres prennent leur place, et enfin, encore d'autres prennent leur forme actuelle, parce que les instruments, ça évolue, mais la plupart des instruments qui sont maintenant, à l'exception de quelques-uns, ont récupéré leur forme à l'époque baroque. On pourrait presque dire que le baroque, c'est un petit peu la naissance de la musique savante. Alors parmi les auteurs baroques qui sont connus, on peut citer Vivaldi, Bach, Handel, Lully, il y en a plein d'autres aussi, on a un petit peu les majeurs. Et je vous propose donc d'écouter, je sais pas si je vous le dis maintenant, si je vous le dis après. Allez, je vous le dirai après. Une surprise. Surprise, on va voir si vous reconnaissez. Alors, est-ce que vous avez reconnu du coup? Vivaldi. Ouais, il me semble. C'est Vivaldi, ouais, effectivement. C'est un des concertos de Vivaldi. Vivaldi, vous le connaissez tous pour les 4 saisons, justement, de Vivaldi. Et vous savez quelle saison c'est, là? Non. La saison, je sais pas, Non. mais il me semble que c'est pas le vol du bourdon. C'est l'été. Alors après, précisément dans l'été, je sais pas à quel moment c'est exactement. Même moi, hein, franchement, les 4... En fait, je voulais mettre du Vivaldi, j'ai écouté les 4 saisons, je me suis dit que l'été était quand même vachement classe. Ouais. L'automne aussi est sympa. En fait, j'ai mis l'été parce que je préfère l'été, mais l'automne représente vraiment bien ce qu'est le baroque, parce que quand on écoute l'automne, bah écoutez, on va se le mettre. Allez. Ouais, l'automne de Vivaldi, j'aime un peu moins, mais je trouve que ça représente bien l'idée. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression qu'il va y avoir un cavalier qui va arriver dans une espèce d'allée très 17e, Effectivement. avec des gens dans une cour, etc. C'est très, il y a une ambiance qui se dégage, quoi, vis-à-vis mais du baroque même de manière générale, je trouve. Le baroque, c'est sympa. Maintenant, on va passer à autre chose. Après la période baroque vient une autre période, la période classique. Et oui, la vraie musique classique couvre en fait la fin du XVIIIe jusqu'au début du XIXe siècle. Alors,
Pour les musicologues, la musique classique, c'est synonyme de rigidité, de forme, de symétrie, de répétition. Pourtant, pour ses contemporains, à l'époque, ce genre nouveau rompait avec le style très débridé du baroque, qu'on a vu tout à l'heure, avec les interminables fugues remplies de fioritures, quelque chose de très, genre, l'envolée lyrique du baroque, d'une certaine manière. Le classicisme, plus tard, aura pour ambition de revenir un petit peu à la nature de la musique, en étant synonyme de liberté et d'exploration. Une sorte de retour aux sources d'avant le baroque, en somme, on revient un petit peu, presque comme à la Renaissance. Ce qui est rigolo d'ailleurs de parler de liberté et d'exploration, quand au final, le classique est beaucoup plus carré en fait. C'est comme s'ils avaient la liberté de revenir à quelque chose de carré. C'est un peu chelou, je vous l'accorde. Je suis pas un grand fan du classique de manière générale, même s'il a quand même ses bons côtés. En fait, le langage classique, ça se définit par des règles qui sont très strictes, une grande rigueur formelle et d'une simplicité harmonique, et également d'un sens développé de la mélodie. Le principe de contraste au sein d'une même pièce est l'élément moteur du langage classique, c'est quelque chose qui est très dramatique finalement. On passe donc de l'utilisation de figures prédominantes à l'ère baroque à une structuration de phrases musicales ponctuées. En fait, là où le baroque représente des émotions finalement, d'où le côté un petit peu envolé dont on n'aurait pas parlé depuis tout à l'heure, mais j'en fais un peu des caisses, la période classique, elle, c'est une langue à travers laquelle le compositeur va tout simplement vous parler. Est-ce que vous connaissez un compositeur classique très célèbre ? Je sais pas. Je vais dire une connerie Non. parce que je suis très nulle en date, donc... Vas-y. Non, vous avez aucune idée. C'est vraiment le. Si je vous dis même musique classique de manière générale, vous me dites qui ? Le premier compositeur qui vous vient en tête de Allez, on va musique, dire Bach. pas forcément de la période. Bach. Ouais. Ah merde, c'est Bach. On va dire Mozart. Bach, il est. Allez. Ouais, c'est Mozart. En fait, Bach, il est censé être dans le baroque, mais après, il est dans le pré-classique. Mais bon. Ouais, après, en fait, c'est un peu comme toutes les formes d'art. J'imagine Ben, que c'est ça, c'est c'est aussi qu'en la fait, période t'as baroque des- et classique de la peinture, de l'architecture, etc. Exactement, en fait ça se mélange, c'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'il y a une rupture nette, mais même comme dans l'histoire de manière Ouais. générale, il n'y a jamais une rupture nette, il y a des précurseurs à chaque fois, il y a des gens qui continuent à faire du baroque pendant qu'il y a du classique, enfin c'est toujours un peu le bordel en fait, si je puis dire, si vous m'excusez le mot. Mais Mozart, lui, c'est vraiment moi, enfin en tout cas de mon point de vue, je trouve que c'est le classique par excellence, c'est vraiment la rigidité un petit peu derrière. On va s'écouter une de ses œuvres que j'aime bien. Donc voilà, ça c'était l'enlèvement au sérail, enfin l'ouverture pardon de l'enlèvement au sérail de Mozart. Je trouve que vraiment chez Mozart c'est typique, enfin on a vraiment l'impression que les instruments se répondent toujours, ils se répondent les mêmes phrases, c'est tsan tsan tsan, il y a toujours vraiment il y a un côté très j'ai le terme bourrin qui me vient en tête, mais c'est peut-être un peu ça Magistral. de Mozart, mais ouais plutôt magistral, tu vois, on est dans du sorte de c'est quelque chose de très carré, très bam bam bam, on balance tout, on fait des phrases, on répète les phrases, on n'est plus dans ouais, comme au baroque où le violon il fait ce qu'il veut finalement, il est libre. Là vraiment, c'est non, personne n'est libre. Je veux dire quelque chose, tout le monde va le dire, on va le répéter, on va le marteler, ça va toujours être là. Alors c'est stylé de ouf Mozart, mais il y a quand même ce côté très carré qui est parfois un petit peu redondant en fait d'une certaine manière, si je puis dire. Et on va arriver à la période que je préfère, qui est la période romantique.
qui correspond donc à l'ensemble du 19e siècle. L'avantage, c'est que le romantique, ça correspond toujours au 19e siècle, quel que soit l'art, je crois. C'est clair. On retourne ainsi donc vers une musique qui sera plus tournée vers l'émotion. Comme quoi, comme je le disais tout à l'heure, même en musique, l'histoire est un éternel recommencement. En fait, on passe d'émotion à quelque chose de carré, à émotion à quelque chose de carré, etc. etc. Pour ce qui est des instruments, le piano arrive et il remplace donc le clavecin. C'est un petit peu son évolution en direct. Le clavecin finit par mourir, plus personne ne s's'occupe du clavecin maintenant. Pauvre. C'est triste, hein, c'est joli en plus le clavecin. Même les œuvres de Mozart qu'il a composées au clavecin sont maintenant jouées au piano. Donc vous voyez, c'est tristesse pour le clavecin. Bref. L'orchestre, lui, l'orchestration devient de plus en plus audacieuse et élaborée, d'autant plus que certains instruments, comme le cor justement, sont modifiés de manière à devenir beaucoup plus maniables. Et là, je vous renvoie donc à ma chronique sur le cor de l'épisode précédent. Les sonorités inventées par les romantiques sont particulièrement colorées et évocatrices. En fait, tout au long du 19e siècle, la musique romantique conservera dans ses caractéristiques une certaine continuité, une homogénéité temporelle du style. À la base de cette continuité se trouve peut-être une sorte d'idéologie philosophique. La musique n'est enfin plus considérée comme un art mineur, puisque oui, à l'époque de Mozart, vous étiez musicien, vous étiez en fait un serviteur finalement de votre seigneur et vous deviez écrire un petit peu pour lui. C'est pour ça qu'il a fini dans une fosse commune, le pauvre. Et donc au 19e siècle, la musique n'est plus un art mineur, car je m'égare, mais un art majeur, reconnu de tous. Cette époque incarne donc avant tout une forme nouvelle de liberté et de véritable liberté cette fois-ci. Et c'est ça qui est beau finalement un petit peu dans le romantisme. Je vous propose donc d'écouter, alors pour l'épisode du cor, j'ai balancé plein d'autres de Tchaïkovski ou de Wagner, etc., qui sont vraiment des auteurs qui sont incroyables pour le romantisme. Je vous invite à écouter tout ce qu'ils font, c'est chouette, tout ce qu'ils faisaient, pardon, parce qu'ils sont morts, c'est triste. Et donc du coup là j'ai essayé de changer un peu, j'ai pris au pif. En fait, je vous ai pris la valse du Danube bleu de Johann Strauss. J'en profite d'ailleurs pour préciser quelque chose, c'est qu'en fait la plupart des auteurs de musique classique que l'on connaît sont en fait des auteurs de la période romantique, comme Beethoven, Schubert, Berlioz, Schumann, Brahms, Bizet, Tchaïkovski, Chausson, Debussy, Strauss, etc., etc., Verdi, Bellini, Puccini, tous ces gens-là, en fait, tous les gens qu'on connaît le plus sont en fait des gens de la période romantique. Finalement, le seul qui est classique, en fait, c'est... J'ai cru que tu allais dire sont décédés. Aussi. Ils sont tous morts aussi, ouais. À l'exception de Paul Dukas. Non, je plaisante. Il est mort en 1935 et je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs par la même occasion. J'ai juste pris son... Bref, yes. Je fais des blagues aujourd'hui. C'est rigolo. Allez, donc du coup, le Danube bleu, la valse, du Danube bleu de Johann Strauss. Il y a du corps dedans.
Donc du coup c'était donc le Danube bleu de Johann Strauss. Voilà, c'est juste chouette, moi j'aime bien. C'est cool. Voilà. Écoutez du romantisme, c'est très chouette le romantisme. Et on va donc terminer cette chronique qui dure depuis un petit peu trop longtemps maintenant. Et on va partir sur le XXe siècle. En fait, à partir du XXe siècle, on va voir la période dite moderne qui va arriver et qui va durer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale avant d'être remplacée par la période dite contemporaine, qui va donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Alors, je ne vais pas développer ces deux périodes, car en fait elles sont extrêmement récentes, il y a beaucoup de choses à dire, il y a plein de styles différents, c'est le moment où, avec la mondialisation, la musique part un peu en vrille, en fait. Même de nos jours, on peut plus dire vraiment que telle ou telle chose est dans une boîte, c'est difficile de faire des boîtes en fait maintenant. Peut-être parce qu'on le vit en fait, peut-être que dans 300 ans, les gens diront que la période du 21e siècle c'était la période dite de blablabla, je ne sais pas, je m'égare, et je terminerai juste par les mots suivants. La musique savante est née avec les opéras, finalement on peut le dire, au début du XVIIe siècle. Et aujourd'hui, vous écoutez tous de la musique savante à chaque fois que vous mettez le pied dans une salle de cinéma. Les compositeurs de musique de film sont en fait les dignes successeurs des compositeurs d'antan, tout comme nos salles obscures sont les dignes successeurs des opéras, des lieux où rêver à d'autres mondes, d'autres vies subjuguées par une musique qui devient intemporelle. Et voilà, c'est tout pour moi. Je drop le mic. Eh ben, c'était très beau, c'est Oui. c'est bien, c'est vrai que c'est la continuité avec les compositeurs de cinéma. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est rigolo avec la musique. En fait, moi j'adore, j'écoute très très peu finalement de musique savante. Ce que j'écoute, c'est plus souvent du romantisme en fait. Mais par contre, j'écoute énormément de musique de film. Mais concrètement, c'est la même chose en C'est fait. clair. Les musiques d'antan, elles nous racontent des histoires parce qu'elles sont accrochées à une histoire justement. Rien que tu prends du Wagner ou du Tchaïkovski, c'est toujours lié à des opéras, donc la musique veut te dire quelque chose. Et en fait, aujourd'hui aussi, tu vas dans une salle de cinéma et t'écoutes le thème de Avengers, il veut dire quelque chose, tout simplement. Ouais, c'est clair. Pourquoi j'ai pensé à Avengers comme C'est ça un beau parallèle. en fait, c'est ça, tout simplement. Pour lier en plus, maintenant Voilà. on retourne dans le Oui, côté c'est populaire. ça, pour lier en plus. Et puis maintenant que j'ai terminé de vous parler de musique savante, on va pouvoir parler de musique véritablement contemporaine avec toi, Nicolas, justement. Et ça, c'est beau. Ouais, tout à fait. On va continuer avec le XXe siècle, la période contemporaine, et aussi le XXIe siècle. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui a débuté sa carrière musicale dans les années 80, mais qui a vraiment connu un succès retentissant à partir des années 90, puis après avec les années 2000. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de musique électronique avec un artiste que j'adore qui s'appelle Aphex Twin. D'accord. Donc c'est pas son vrai nom, c'est un pseudo. Son vrai nom c'est Richard D. James. D'accord. Et qui a en quelque sorte révolutionné la musique électronique. Et en particulier le style qu'on lui a attribué. Donc pareil, c'est des étiquettes, donc ça veut pas dire que lui il s'y identifie. Mais bon, c'est plus les critiques qui l'ont attribué à ce style. Le style IDM pour Intelligence Dance Music. D'accord. C'est-à-dire que un peu en opposition à l'époque avec la musique techno où c'est que des boom boom, là c'était dans l'idée d'une musique électro et techno mais un peu plus recherchée. Et il va être aussi rattaché à l'ambiante, donc c'est-à-dire l'électro expérimental et atmosphérique. Je pense qu'on a tous eu un peu une idée de ce que c'est. Et donc tout ça c'est des sous-genres de la musique électronique et de la musique techno. D'accord, ok. Donc l'influence d'Aphex Twin va aller beaucoup plus loin que ces styles et il va inspirer des artistes extrêmement variés. Il y en a que vous connaissez forcément parce que il y en a qui l'assument en tant que modèle. Donc on peut citer Björk, Daft Punk, Radiohead, aussi Die Antwoord. Tout ça, c'est des gens en fait qui vont s'influencer de sa musique. D'accord. Parce que Aphex Twin a cette particularité de beaucoup parler aux musiciens plus qu'au grand public. Donc c'est pas vraiment un artiste grand public, donc je fais des guillemets avec mes mains, mais on les voit pas, dans le sens où en fait il est assez peu porté sur son image, sur la communication, il communique très très peu en fait sur son œuvre, il fait très rarement des concerts, et c'est vrai que les personnes que je connais qui connaissent Aphex Twin, en fait, c'est des gens qui côtoient de près ou de loin le monde de la musique ou de la création artistique, à qui ils parlent beaucoup plus, en fait. Après, c'est un peu peut-être un jugement de ma part, mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, je sais pas si vous le connaissez, vous. Absolument pas. Je m'y connais pas beaucoup en fait. En fait, après, si j'entends, peut-être que ça me dira quelque chose, mais j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à retenir les noms des artistes. Donc Aphex Twin, c'est une personnalité qui est plutôt discrète dans la vie. Il a tendance à aller aussi à contre-courant des genres musicaux et aussi de l'industrie de la musique.
à travers toutes les époques qu'il traverse. Donc, depuis les années 80, c'est vrai qu'il y a beaucoup de styles musicaux qui ont évolué, beaucoup de genres, et il a tendance à un peu bouleverser tout ça. Je vais pas paraphraser Wikipédia en développant en détail sa vie et sa carrière, mais je voulais quand même vous en parler, parce que personnellement, comme vous l'avez compris, je l'adore, hein, je le porte vraiment au nu, il est facile dans mon top 10 de mes artistes préférés de tous les Ah temps. oui, d'accord. Ouais. Et en toute non-objectivité, c'est un génie, voire un dieu de la musique électro, hein. Effectivement, on sent que tu l'admires, quoi, Ouais. ça s'entend. Donc on va quand même un petit peu revenir sur sa vie et son œuvre, ce qu'il a fait, afin d'avoir une vision un peu globale du personnage, parce que c'est vrai qu'il est assez particulier quand même. Donc ce qui est fascinant, c'est que Richard D. James, il adore donc brouiller tous les genres et imposer sa propre vision de la musique. En ça, en fait, il va, dans sa démarche, s'éloigner très fortement des circuits classiques de la production de la musique, donc c'est-à-dire qu'il va multiplier par exemple les maisons de disques, là où des artistes vont s'attacher à un label ou une maison de disques, lui il va signer avec différents labels, différentes maisons de disques, en changeant aussi son pseudonyme. Il n'est pas connu que sous le nom de FX Twin, mais il y a tout un tas d'autres pseudos qui lui sont associés. Pareil pour le marketing, il va complètement aller à l'encontre de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire avec des campagnes de promotion, etc. Lui, il va avoir tendance plus à dissimuler un peu ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'au début d'Internet, il va commencer à cacher des infos sur les forums, des trucs où ses fans en fait vont essayer de découvrir des infos pour essayer de trouver quel est son prochain album, qui se cache sous tel pseudo, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, etc. D'accord. Donc tout commence en fait par son approche autodidacte de la pratique de la musique. Il n'a pas une grosse culture musicale quand il commence, mais il a une passion en fait pour le son. Il a aussi une formation dans l'électronique. Ouais. Et en fait, très jeune, il va s'amuser à créer ses propres sons en bricolant des synthés pour les reprogrammer comme il le souhaite pour faire vraiment ce qu'il veut. Donc déjà, ça va à l'encontre un peu de la formation de base d'un musicien qui va apprendre la musique et puis qui va créer. Lui, il va d'abord créer et après essayer écouter un peu ce qui se fait. Donc au départ, il va devenir DJ à ses heures perdues et il va passer en soirée ou en rave party ses propres sons. Et c'est comme ça en fait qu'il va un peu se faire repérer par d'autres artistes contemporains à lui, sachant que voilà, il aurait très bien pu tomber dans l'oubli assez rapidement, mais c'est vrai que il a fallu plusieurs concours de circonstances pour qu'il rencontre les bonnes personnes qui s'intéressent à lui et que rapidement ses premiers EP, enfin son premier EP d'ailleurs, soient relayés à la radio, donc à Londres. Ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un artiste britannique. D'accord. Et du coup, ça va mener en 1992 à la sortie de son premier album, qui est absolument culte, qui s'appelle Selected Ambient Works 85-92. Donc c'est un album de musique d'ambiance électronique. Et du coup, à la manière de ceux qui ont su, de ces albums futurs, en fait, il va nous livrer des sons qui sont assez intemporels, qui paraissent toujours remarquablement actuels, hein, malgré le fait qu'ils aient été faits dans les années 80 et 90, voire un peu futuristes aussi, des sons un peu électroniques qui font penser à de la science-fiction, des robots, des trucs comme ça. Ça va être des musiques qui vont être planantes, avec beaucoup de nappes de synthé assez aériennes, avec des lignes de basse qui sont profondes et rythmées, et des sonorités un peu mélancoliques, ou parfois plus dynamiques, qui vont être basées en fait sur le modèle de pistes sonores superposées. C'est un peu comme la musique assistée par ordinateur de nos jours. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà un petit peu touché, mais bon, on crée une piste musicale, on en remet une par-dessus, on en remet une par-dessus, etc., etc. Donc lui, c'est ce qu'il va faire en fait dès les années 80, en bricolant des synthés et en enregistrant sur des cassettes. Donc tout au long de sa carrière, son style musical va conserver en fait des caractéristiques qui sont similaires, comme celles que j'ai citées, et même si sa production va être
extrêmement varié. Donc il va toucher à quand même pas mal de choses, mais on peut définir une constante. Donc il y a beaucoup de musique avec des rythmes qui vont être déstructurés, mais extrêmement précis, des nombreuses boucles sonores qui vont se superposer, et du coup ça va créer un truc assez complexe. D'ailleurs, il y a des gens qui essaient de reprendre ces morceaux, et on n'arrive jamais à ce côté, à cette subtilité aussi aboutie que lui fait, parce qu'en fait, il n'y a que lui qui sait faire sa musique. Et d'où le terme d'IDM, donc Intelligent Dance Music, qui émerge parmi les critiques musicaux de l'époque qui vont suivre sa carrière tout du long. Donc il va sortir plusieurs EP, compilations et albums avec d'autres pseudonymes, donc parmi lesquels Caustic Windows, AFX, etc. Donc ce que je vous conseille, c'est de chercher sur Google, vous tapez Aphex Twin discographie, vous allez sur Wikipédia et vous allez voir que c'est un artiste extrêmement prolifique. Il a une discographie impressionnante et d'ailleurs ce qu'il dit dans les rares interviews, c'est que c'est que une partie de ce qu'il a publié. Donc après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais pas si. Mais d'ailleurs, même sur Wikipédia, quand tu vas sur sa page Wikipédia, Oui. ça te renvoie à une autre page Wikipédia sur sa discographie. Ouais, exactement. Tu vois qu'il y a plein de choses. Et je vous conseille tout. Hein. Tout est bien. Il y a rien à jeter dans sa musique. C'est ça qui est terrible. Donc sa méthode de travail pour créer tout ça, elle est assez particulière. Et en fait, il peut passer des années à peaufiner ses morceaux avant que ceux-ci sortent officiellement sur un EP ou sur un album. Et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il prend... ce qu'il disait en interview, c'est qu'il lui faut entre 6 mois et 6 ans, à peu près, pour qu'il soit satisfait d'un morceau dans sa version finale. Donc c'est quand même quelqu'un qui est toujours un peu à la recherche de la perfection. Un petit peu perfectionniste, ouais. Ouais, un petit peu. Ouais, effectivement. On va voir que c'est un personnage un peu fantasque. Et en fait, il revient beaucoup sur ses pistes, et ce qui aboutit parfois à plusieurs variantes d'un même morceau sur ses albums ou sur ses EP. Même si ça a le même titre, même si on reconnaît un petit peu les mêmes lignes sonores, des fois ça peut être extrêmement différent. Hein, sur un même morceau qui va ressortir en plusieurs versions, c'est assez fascinant à voir. Donc dans les rares interviews qu'il donne aussi, il donne des petites indications sur sa méthode de travail, sur ce qui le motive. Et on voit que on sait pas si c'est du troll ou pas, mais en tout cas, il aime bien donner des informations qui sont un peu aberrantes. Comme quoi, il dit qu'il aime bien composer la nuit, que en fait ce qui le motive c'est se priver de sommeil, ou au contraire de faire des rêves lucides, tout ça pour l'inspirer. Il y a aussi là une interview qu'il a donnée, il me semble, l'an dernier. Il disait que ce qui l'inspire en ce moment, c'est le calme et le silence. Et l'ennui aussi. Donc, ce qui est très bizarre hein, pour un artiste. Donc en 1995, il sort un autre album culte qui s'appelle I Care Because You Do, où se trouve en couverture son propre visage. Ce qui permet en fait d'illustrer également le côté très visuel d'Aphex Twin. Et à partir de là, en fait, il va beaucoup s'attaquer à s'auto-parodier son propre visage en le déformant sur plein de visuels, en accentuant ses traits, jusqu'à lui donner parfois des airs carrément monstrueux et complètement difformes. Ça aussi, c'est une particularité qui le caractérise. Et ça va connaître son apogée en 1997 et en 1999. Donc en 1997, il y a son EP qui sort, qui s'appelle Come to Daddy, qui va être adapté en clip par le réalisateur Chris Cunningham, qui est un réalisateur de clips, puis avec en 99 le clip Window Licker. Donc ces deux clips, si vous les avez jamais vus, je vous conseille de mettre en pause cette écoute et vous foncez les voir, vous revenez après. Parce qu'en fait c'est un parfait mélange, mais complètement halluciné d'humour, d'horreur.
c'est complètement dérangeant. Il y a aussi c'est un peu humoristique. C'est une atmosphère hyper malaisante, voire un peu malsaine, où en fait, Aphex Twin, il va mettre son visage déformé en scène dans des situations qui sont absurdes et aussi un petit peu flippantes. Donc ça, c'est assez rigolo, ces deux clips. C'est un peu malaisant des fois à regarder. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, moi, Aphex Twin, c'est un artiste que je connais depuis le lycée. Et au lycée, je suivais un parcours d'histoire de l'art. Et on avait un prof qui nous donnait des cours d'études audiovisuelles. Et on faisait des analyses, des études de scènes de cinéma, de films. Et on avait aussi des études de clips. Et en fait, on avait un cours sur le clip de Window Licker, justement. Et il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je veux pas en parler si vous l'avez pas vu, mais vraiment foncez le voir, hein. C'est assez sympa. Donc ces deux clips, en fait, ils vont connaître un immense succès, mais malheureusement, en fait, Aphex Twin, à partir de là, il va plus trop aimer faire des clips. En fait, pour lui, il préfère que D'accord. l'auditeur, en fait, se concentre sur sa musique. Et donc, selon lui, en fait, l'image empêche à l'écoute de se concentrer sur sa musique. Ce qui est pas forcément vrai, hein, dans les faits, Ouais. mais en tout cas, c'est l'explication qui donne. C'est une façon de voir les choses. Ouais, c'est clair. Donc à partir du début des années 2000, il va continuer ses expérimentations musicales, notamment par la musique assistée par ordinateur. Il va dire en fait qu'il a créé son propre logiciel de musique, on le croit sur parole, et il va utiliser beaucoup de séquenceurs, de boîtes à rythme, de synthés, qui sont très rares. Parfois il y a des synthés qui existent en très peu d'exemplaires dans le monde, et il en possède une copie. Il a aussi des instruments qui sont complètement customisés. Et en 2001, il va sortir un album qui s'appelle Drugs, qui est un parfait exemple en fait de ces sons arythmiques, très noisy, avec beaucoup de bruit. Et aussi, il va mélanger, en fait, comme tu parlais de la musique savante, Marc, Ouais. il va aussi faire des sortes de musique, je refais des guillemets, mais classique, mais contemporaine. D'accord, ah oui. Ok. Ah, ça va être intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a forcément des titres que vous connaissez d'Aphex Twin à écouter. Je pense que ce soit dans des publicités, des films ou quoi, c'est vrai qu'il est assez repris. Récemment, je crois que j'avais vu un reportage à la télé où il mettait ses musiques en illustration. En fait, c'est des musiques qui sont un petit peu passe-partout aussi, parfois. Donc son activité elle va continuer jusqu'en 2006 et à partir de là il va connaître une période un peu de creux. En 2003 c'est un peu la période, la mode des remixes dans l'industrie de la musique. Ouais. Donc c'est une manière un peu facile de faire de l'argent, donc il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de boîtes de production qui sortent des albums de remix. Et Aphex Twin, du coup, il va un peu mettre son grain de sel et il va sortir un album qui s'appelle 26 Mixes for Cash, ou en français 26 remixes pour faire de la thune. Et sans surprise, il va conserver son originalité en sortant des remixes qui vont être extrêmement travaillés et de grande qualité. D'artistes pas forcément hyper en vogue, enfin, si, il y a des artistes qui vont être très connus, mais en tout cas des morceaux pas forcément très connus. D'artistes comme par exemple Nine Inch Nails, David Bowie, Saint-Étienne, Ah. DMX Crew et bien d'autres. Enfin, il y a l'album 26 Mixes for Cash, il est vraiment génial. Mhm. Et vraiment, pour un album de remix, c'est assez particulier. Alors je crois qu'il me semble que ça répond à une commande d'une maison de disques, mais je suis pas sûr. En tout cas, il y a beaucoup
C'est un artiste qui aime beaucoup s'entourer de mystères, hein, Aphex Twin. Donc c'est très difficile de démêler le vrai du faux, la réalité de la légende autour du personnage. Parce qu'en fait, Ouais, il a su se bâtir une véritable légende autour de lui. ouais, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui adore l'anonymat, et surtout au début de la musique techno, électro, il y a beaucoup de DJ, de producteurs de musique qui étaient un peu anonymes. On le voit un peu avec Daft Punk qui essaie de conserver cette image un peu anonyme. Et c'est vrai qu'à la mode, enfin à l'époque, c'était un peu la mode, à la fin des années 90, d'avoir des musiciens un peu anonymes. Et du coup, en fait, avec les années 2000 et un peu l'extension d'Internet, les réseaux sociaux, etc., en fait, il s'est un peu coupé de tout ça pour conserver cette image du musicien techno des années 90, en fait. D'accord. En 2014, il va marquer un peu son retour, donc après presque 7 ans on sait pas trop ce qu'il faisait, avec un album qui s'appelle Sairo. Pour la petite histoire, à cette époque, moi j'avais des potes qui étaient fans d'Aphex Twin. En 2014, on spéculait énormément sur le contenu de cet album, parce que du coup on regardait en ligne ce qu'il y avait des sites internet qui étaient assez mystérieux, enfin il y avait beaucoup de teasing un peu étranges. Il me semble qu'aussi ça... Alors, pareil, je sais pas si ça vient de lui ou si c'est sa boîte de son label qui avait mis des liens pour aller sur le dark web où on pouvait trouver des informations, etc. Donc ça allait vraiment très très loin. Après, ça va être Aphex Twin, il va aussi beaucoup aller sur SoundCloud, sur lequel il va poster presque 268 musiques sous des comptes anonymes. Donc c'est-à-dire que personne ne savait que c'était lui. Et il a fallu que les gens se penchent dessus, reconnaissent enfin, un peu les sonorités qu'il développe, etc., pour se rendre compte que c'était vraiment lui. Après, il va aussi l'annoncer dans des interviews. Il me semble que ses comptes ont été supprimés depuis. Mais en tout cas, c'est bien de son fait, de son initiative, hein, cette démarche. Donc en fait, on voit qu'il brouille un peu les pistes, et ces opérations de com, elles sont vraiment hyper bizarres. Hein. On sait pas trop, en fait, ce qu'il cherche à faire, mais en tout cas, ça marche. Il y a un public, il y a des gens qui cherchent. Et je vous avoue que c'est assez rigolo. En 2016, il va sortir un EP qui s'appelle Cheetah. Et là, pareil, il va aller un petit peu à contre-courant. Il va sortir un clip sur YouTube. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas sorti de clip. Et où on y voit un gamin qui a un masque avec la tête d'Aphex Twin et qui fait un peu des conneries, genre il danse un peu partout dans la rue. Et en fait, on apprend plus tard que en fait, le gamin est fan d'Aphex Twin et il a 12 ans et c'est lui qui a réalisé le clip. En 2018, il y a son dernier EP en date qui s'appelle Collapse, qui est un clip avec un clip qui est accessible sur YouTube, qui devait à la base être diffusé à la télé. Mais là, je cite un truc que j'ai trouvé en ligne parce que je trouve ça génial. Donc je cite, qui a été annulé car les images le font échouer au test de Harding, qui est censé mesurer le risque d'épilepsie photosensitive chez le téléspectateur. Ah ouais, d'accord. Donc si vous êtes épileptique, n'allez pas voir ce clip. Sinon, allez le voir. C'est vrai qu'il est un petit peu déjanté, il y a beaucoup d'images, c'est très flashy, c'est un peu des images fractales qui se répètent avec beaucoup de couleurs. Enfin, c'est assez intéressant. Et en plus, la musique est bien. Donc tout ça, on voit que ça contribue à en faire une sorte de personnage un peu hors du commun. C'est un personnage nimbé de mystère et auto-alimenté par sa légende. Du coup, il va être beaucoup sollicité par les médias. Le truc, c'est que lui, il veut rester très discret. Et il va réaliser très peu d'interviews durant toute sa carrière. C'est extrêmement difficile pour les médias de le rencontrer en personne. Souvent, il accepte de répondre par mail ou à distance.
Et c'est vrai que quand il accepte de donner une interview, du coup, c'est lui qui définit l'heure, la date, l'endroit, et c'est les journalistes qui y vont parce que ça arrive qu'il se passe des années avant qu'il accepte de répondre à tel ou tel média. Donc ils se saisissent de l'occasion à chaque fois. Il y a très peu d'informations également sur sa vie privée. Et le peu qu'on en sait, ça donne l'image d'un personnage qui est assez fantasque. Et du coup, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que c'est quelqu'un qui adore troller, en fait, qui adore troller les médias, qui adore troller son fan, le public, même pendant les concerts, on va y revenir après. Et donc, si on reconstitue un peu sa vie privée, d'ailleurs, la page Wikipédia ne présente pas toutes les infos que j'ai trouvées, parce que c'est vrai que j'ai recoupé pas mal d'interviews, pas mal d'articles sur Aphex Twin, et il n'y a pas d'endroit qui répertorie un peu toutes les anecdotes. Mais bon, parmi les anecdotes un petit peu rigolotes que j'ai vues, donc dans les années 2000, à Londres, il vivait dans une ancienne banque désaffectée, et sa chambre était dans le coffre-fort de la banque. C'est assez drôle. Aujourd'hui, il vit à la campagne dans un petit village en Écosse de 300 habitants. Il est complètement isolé de la grande ville, etc. Autre anecdote, il a apparemment acheté un sous-marin militaire. Ah. Et aussi un tank. Un tank. Ah oui, Très d'accord. bien. Juste pour le plaisir. Carrément, quoi. D'accord, ok. Donc ça, il y a des photos. Il y a des photos du tank. On le voit avec son tank des photos. C'est complètement hallucinant. Je sais pas s'il a encore, si c'était juste une passade. Si ça se trouve, c'est même pas lui, mais c'est comme ça. Donc il adore en fait troller Internet, ses fans, notamment via les forums. Donc c'est un artiste de la fin des années 90, du début des années 2000. Donc au début, il était pas mal présent via les forums sur sa communauté, au contact de ses fans. Et il lançait pas mal d'allégations un peu complotistes ou alors des anecdotes farfelues. Et par exemple, il y a un truc qu'il disait, c'est qu'il acceptait que les paiements par cash, parce qu'il voulait absolument que personne n'ait ses données bancaires. Pareil, ça semble être un peu hard quand même. Donc Aphex Twin, c'est un artiste qui est assez solitaire. Il est assez discret et aussi il refuse d'être associé à la grande industrie de la musique. Les labels avec qui il a travaillé, c'est que des labels indépendants. Du coup, il y a beaucoup comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup d'artistes qui sont fans de lui, qui aimeraient collaborer avec lui. Et du coup, il a refusé déjà à Radiohead, à Madonna, à Björk. Il y a un truc qu'il dit en 2014, c'est « Je pense qu'il faut être fou pour être célèbre. Moi, je ne suis qu'à moitié fou parce que je ne suis qu'à moitié célèbre. Mais si tu es comme Madonna, alors tu as vraiment un problème mental. » Donc ce côté trip égocentré et indépendant, ça a poussé de nombreux programmateurs de clubs et de festivals à le démarcher, et parfois pour des sommes faramineuses. Je sais pas si... il refuse très souvent ce genre de propositions. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit vraiment purement intéressé par la célébrité et par l'argent, parce que il y a un de ses albums, par exemple, qui s'est vendu, un album à tirage unique qu'il a vendu aux enchères. Il a tout reversé à des œuvres caritatives. Et pareil, les sommes que proposent les festivaliers pour qu'ils jouent sont vraiment hallucinantes. Pourtant, ces apparitions sur scène sont aussi extrêmement rares et sont connues pour être parfois très chaotiques. En fait, c'est un mec qui troll jusqu'au bout, même pendant ses concerts. Et du coup, chaque prestation est totalement inattendue. Donc l'an dernier, par exemple, il était au festival californien Coachella. Il a fait un set musical qui mêlait de la techno industrielle, bien lourde, et des cris de bébés. Et du coup, ça donnait une ambiance apparemment terrorisante et terrifiante. Oui, c'est clair. C'était à peu près, je crois que c'est l'an dernier aussi, il est passé à Rock en Seine. Donc je voulais vraiment aller le voir, mais j'avais un truc de prévu dans ces eaux-là, donc j'ai pas pu prendre ma place. J'étais très très déçu. Après, j'avais vu quand même ces concerts en ligne, parce qu'il y a pas mal de rediffusions sur YouTube. Je crois qu'il y a même un concert que j'avais vu en direct en Amérique qui était retransmis sur YouTube. Et en fait, ces shows, ça devient un peu des œuvres d'art contemporain. C'est des expériences sonores et visuelles totales en fait. Donc c'est des concerts qui sont assez brutaux, assez éprouvants, qui sont un peu hypnotiques et parfois même insupportables, tellement il y a du son et des images un peu partout. C'est soutenu aussi par des projections d'images parfois à caractère un peu politique ou critique envers les vices de l'humanité, où on voit des visages aussi déformés qui trollent les personnalités actuelles. Donc c'est ce qu'il a fait par exemple à Rock en Seine, où en fait il projetait des images du monde politique et des médias français, mais complètement déformées,
un peu de manière monstrueuse. Petite anecdote aussi, à une époque, j'avais un pote en fait qui allait aux États-Unis exprès. Je crois qu'il y est resté 3 jours juste pour voir un concert d'Aphex Twin. Il était allé à New York ou à Boston, il avait économisé avec sa copine juste pour aller au concert. Ils s'en foutaient de visiter le pays, c'était juste pour aller voir Aphex Twin. C'était assez marrant. Donc voilà, vous avez un peu l'aperçu du personnage et de sa musique. Donc je vous encourage vraiment à écouter un peu ce qu'il fait. Il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. C'est quelqu'un qui a une influence énorme dans le monde musical, qui va être cité par beaucoup d'artistes qui sont très connus, mais aussi, et c'est ça qui est assez rigolo, en fait c'est une référence même depuis les années 90. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des chroniques ici, ou je pense d'auditeurs qui aiment les films d'animation, enfin l'animation japonaise. Il y a un animé que j'adore qui est Macross, et dans Macross Plus, qui est sorti en 94, il y a une référence à Aphex Twin. D'accord, oui. Et ça, c'est fou quand même. Donc la musique de Macross, c'est fait par Yoko Kanno, une compositrice qui travaille dans le domaine de l'animation, qui est assez connue. Et c'est vrai que elle cache pas sa passion pour Aphex Twin. Et à un moment, on voit une image presque subliminale où on voit en fait la pochette de l'album d'Aphex Twin. Le pitch, l'histoire, ça se passe dans le futur. Et du coup, on a l'album Selecting Ambient Work, volume, je crois, 27, un truc comme ça. Donc ça, c'est assez marrant à voir. Donc voilà, pour Aphex Twin. Je sais pas si vous voulez qu'on revienne sur des points ou si vous avez des questions. Ça a l'air d'être un sacré personnage, effectivement. Ouais. Oui, c'est clair. c'est clair. Ouais. J'ai l'impression que les musiciens sont souvent un peu des sacrés personnages Oui. quand même. Là, c'est un bon troll aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Chaque fois qu'Alexandre nous parle d'un rocker ou d'un musicien, à chaque fois, c'est des gens qui mangent des chauves-souris ou sont drogués. Enfin là, c'est un peu le même genre de délire. Et là, en fait, je trouve que c'est un peu même inverse, parce que souvent, c'est des gens qui vont être assez charismatiques, assez extravertis, alors que là, Aphex Twin, c'est quelqu'un qui est quand même très introverti, très discret. Et en fait, tout ça, je pense qu'à mon avis, c'est un mec qui voulait peut-être pas être connu, enfin rester peut-être dans l'anonymat, et je pense, voilà, après c'est des spéculations, peut-être qu'il se fait dépasser par tout ça. Il a détourné le truc en fait. Ouais. Et je pense que voilà, c'est des moyens un peu détournés pour noyer le poisson, pour rester un peu en dehors des radars des grandes personnalités. Ouais, pour juste continuer à faire de la musique tranquille sans qu'on c'est ça, parce que c'est sa passion, c'est de faire sa musique dans son coin. C'est ça qui est beau aussi dans l'anonymat. Ouais, c'est clair. Bon, écoutez, ça a été un plaisir de participer à cette petite aventure musicale en votre compagnie. C'était très enrichissant qu'on soit passé du kalimba à la musique savante à la musique électro. Oui, c'est clair, mais il y avait c'était chouettos, franchement. Merci à vous deux. Encore une fois d'avoir été présent dans notre émission. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est votre première émission ensemble d'ailleurs. Oui. C'est clair. L'occasion. Et merci à toi. Et yes, merci à toi, Marc. Et merci Lila. Ce que je vous propose, c'est de mettre fin à notre émission. Merci du coup encore une fois à vous deux. Merci également à nos très chers auditeurs qui sont au rendez-vous, je l'espère. Si jamais cette émission vous a plu, n'hésitez pas également à la partager et à le faire savoir aussi du coup. En mettant des commentaires, en disant ce que vous voulez. Si vous n'avez pas aimé et vous trouvez que c'est nul, vous avez le droit aussi de le dire car nous sommes en démocratie. Et je promets que je ne me suiciderai pas après avoir vu vos commentaires, promis juré. Bref, après cet humour un petit peu noir, je suis un peu fatigué en ce moment, je fais vraiment de l'humour de merde dans mes émissions. Vous n'avez pas entendu les autres, mais c'est un peu le même genre. Mais des rires préenregistrés. Mais des rires préenregistrés d'ailleurs. Je vous souhaite à vous tous une très bonne... je ne sais pas, journée, soirée, je ne sais pas ce que vous voulez. Une très bonne vie, voilà, une très bonne vie à vous tous. Merci. Oui. Alors visiblement j'ai été balancé Il est dans le revenu. couloir. Yes. Ça va, c'est pas que moi, tu vois. Je tourne la tête et je fais merde, putain. Je vois d'ailleurs que Raph m'a donné le statut d'administrateur. Merci beaucoup Raph, je pense que tu m'entends à travers la porte. Mais apparemment ça ne suffit pas pour te protéger du couloir de la mort. Non, ça ne suffit pas de me protéger du couloir de la mort en fait. C'est Discord est une sorte d'horrible dictature. C'est clair. C'est très monstrueux.